Bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous voir toujours nombreux à notre séminaire. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on est en séance un peu exceptionnelle. Vu que la semaine passée, on a eu des problèmes de salle, aujourd'hui, on va avoir 3 présentations. Donc, on commence tout de suite pour donner aussi le temps à vous-même de poser des questions aux intervenants. Je tiens quand même encore une fois, comme ça sera pendant toutes mes introductions, à rappeler que ce séminaire intitulé Ethnologie et archéologie est dédié à la mémoire de Dimitri Karadimas, un ethnologue qui nous a quittés l'année passée en 2017, qui pendant toute sa carrière a essayé de construire des ponts entre les deux disciplines d'une façon qu'on appelle interdisciplinaire. Donc avant d'écouter, avoir l'honneur d'écouter Hubert Forestier, professeur de préhistoire au Muséum à Paris, j'ai l'honneur de représenter Ayoub El Araf, étudiant en Master 2 ici en anthropologie sociale et culturelle ou ethnologie, si on préfère, à l'Institut d'ethnologie de la Faculté des sciences sociales de Strasbourg. Donc, comme vous le savez, Ayoub est titulaire d'une Master 1 en ethnologie. Et dans le cadre de son mémoire de Master 1 intitulé La migration clandestine d'origine subsaharienne au Maroc, ethnographie d'un camp migratoire, Ayoub, je le répète, a déjà effectué une terrain de 3 mois au Maroc et il va aussi repartir bientôt encore au Maroc pour faire des autres études ethnographiques. Ayoub, je tiens aussi à rappeler qu'il vient de publier un article dans un livre sur la direction des Mathieu, dans lequel aussi quelqu'un parmi vous a publié des articles. Un article qui s'intitule, je trouvais, Dieu des migrants, pratiques et croyances religieuses des migrants subsahariens au Maroc, dans cet article qui résume en fait toutes les interventions de la journée interannée des étudiants d'L3, M1, M2, qui a eu lieu en 2017, ici, si je ne me trompe pas, à la Micha. Donc pour le moment, je vous souhaite un bon séminaire à toutes et à tous, et je donne la parole à Ayoub. Le plaisir de vous écouter. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais remercier le comité d'organisation du séminaire en ethnologie et archéologie qui m'a permis aujourd'hui d'être parmi vous et partager avec vous mes prémices en la matière ethnologique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des migrants, mais je vous explique que je vais parler plutôt des aventuriers, de leurs croyances religieuses ainsi que leurs pratiques. Je commencerai avec Marcel Mauss, puisque dans son manuel ethnographique, il affirmait pertinemment que la croyance en un monde meilleur pousserait une population entière à immigrer. Du même, on pourrait dire que la croyance en un monde meilleur pousserait une population entière à se murer. Le premier groupe ou la première population aurait une idée d'un monde meilleur à atteindre ailleurs. Le deuxième, un monde meilleur à préserver chez soi. C'est ainsi que le rapport entre mobilité et frontières devient parfois problématique. Murs, barbelés, frontières naturelles, louées voire augmentées par les hommes en sont la manifestation, telles les mers, tout comme les brèches dans ces mêmes murs ainsi que les embarcations transperçant régulièrement les mêmes eaux. Et justement, à nos jours, les tensions entre frontières et mobilité se multiplient et dans bien des cas s'aggravent. Et j'aimerais vous en parler tout en prenant en considération un seul exemple, le Maroc. Comme vous le savez, le Maroc se situe au nord de l'Afrique, donc la géographie puis l'histoire ont fait un tremplin vers le continent européen pour des migrants dits clandestins d'origine d'abord marocaine, maghrébine, subsaharienne, voire asiatique. Autrement dit, la proximité entre les côtes marocaines et espagnoles au niveau de Gibraltar, ici, au niveau des îles Canaries, et l'existence des 2 enclaves espagnoles au Maroc, en l'occurrence les 2 villes de Ceuta et Melilla, ici et vraiment au nord. Enfin, ce qui constitue un enchevêtrement de 2 continents, tout cela rend le Maroc un pays de transit par excellence. Ce explique en partie les chiffres avancés par l'Organisation internationale des migrations, postulant que l'Espagne est désormais la première porte d'entrée d'Europe en 2018, sur ce qu'on appelle désormais la route occidentale dont le Maroc joue le rôle d'une antichambre. En fait, mes recherches ethnographiques ne s'intéressent ni au Maroc dans sa totalité, ni à ses déplacements humains dans leur diversité. Mon terrain se situe à Rabat,
la capitale. Et mes recherches concernent plus précisément les migrants dits clandestins d'origine subsaharienne, les questions des camps, etc. Ce sont des clichés de mon terrain. Sur ce point, je dois m'arrêter un peu parce que quand j'ai dû faire le terrain, quand j'ai dû fournir le titre de mon intervention, j'étais encore sur le terrain. Et comme vous le savez, l'ethnologue travaille son terrain de la même manière que le terrain travaille l'ethnologue, dans mon cas l'ethnologue apprenti. Et en ce qui concerne mon cas, justement, et après un petit recul, je me suis rendu compte que j'étais en présence non des migrants clandestins subsahariens, mais plutôt des aventuriers. D'où le changement du titre de mon intervention. En fait, l'aventure que ces individus revendiquent découle d'une auto-identification, c'est-à-dire une idée de ce que l'on est pour soi et pour les autres membres du groupe. Enfin, si vous demandez à un individu subsaharien qui tente à atteindre l'Europe depuis le Maroc s'il est migrant, il vous répond généralement que non et qu'il est plutôt un aventurier. Donc l'aventure consiste en effet à quitter chez soi, son premier ciel, comme disait le poète, pour arpenter des terres étrangères. Pour résumer, justement, l'aventure est une forme de mobilité subsaharienne avec ses propres imaginaires et ses propres représentations sur le voyage, sa fin, sa finalité, sur l'autre et l'ailleurs, sur chez soi et sur soi-même. Et pourtant, dans plusieurs travaux consacrés au sujet, on ne se rend pas compte de ce fait. Et en faisant, on égoutte l'aventure de sa valeur sociale, donc aussi subjective, puisqu'on revoit le plus souvent les aventures des migrants économiques ou des migrants clandestins. Cependant, ces mêmes travaux insistent sur le fait, mettent l'accent sur l'agentivité des individus en mouvement, c'est-à-dire leur capacité à agir, à bénéficier, voire à créer des occasions et faire plier les circonstances, y compris les plus contraignantes. De la contradiction, parce qu'on oublie souvent que l'agentivité commence avec la manière avec laquelle ces individus s'identifient et identifient leurs actes. Bref, dans ce travail, un peu l'auteur l'emporte sur l'acteur. C'est ce que je vais essayer de ne pas faire aujourd'hui. Après, il est vrai que dans le cas des aventuriers, que ces revendications de l'aventure pourraient paraître loin de la réalité, enfin la nôtre en l'occurrence. Par exemple, quand un aventurier vous dit qu'il a dû traverser 5 pays clandestinement et difficilement justement pour voir le monde et l'explorer sans un peu de recul, ça paraît incroyable. Mais n'oublions pas que les représentations les plus loin de la réalité sont réelles dans leurs principes comme dans leurs conséquences pour ceux qui y croient. Et de ce fait, j'aimerais tout au long de cet exposé me mettre au plus près des aventuriers et voir leur aventure ou leur migration de leur manière. Après, c'est ce qu'on devrait un peu faire en ethnologie, et d'ailleurs même les sociologues le font dans ce qu'ils appellent la sociologie compréhensive. Et pour toutes ces raisons, désormais j'utiliserai le terme aventurier plutôt que migrant. Et bien entendu, le travail d'un ethnologue ne s'achève pas avec une terminologie proche de l'expérience comme disait Geertz, ou émique comme disait Jean-Olivier de Sardon, mais tout commence avec elle, d'où son importance. C'est ainsi qu'on peut emprunter les lunettes des aventuriers, des lunettes que nous feront voir bien des choses, y compris des êtres non humains, non seulement exceptionnels, mais aussi invisibles. Alors, chez les Peuls, originaires de la Guinée avec qui je travaillais le plus, l'aventure est liée à la recherche de quelque chose qui existe ailleurs que chez soi. En polar, il n'y a pas un équivalent littéral pour dire aventure. Pourtant, pour dire son idée, on dit Yatogol diapare. Excusez la prononciation. L'expression se traduit littéralement par sortir chercher. Et si on limite notre analyse à cette combinaison binaire, on constate que l'aventurier sait circonscrire un territoire où la chose qui part à sa recherche est absente. Cet espace cerné, ce qui nous intéresse ici, c'est le chez-soi, l'océan fondateur, socialement parlant, de l'aventurier qui s'oppose au grand dehors, à la brousse. D'autres expressions, justement, en poulard et en soninké, mettent encore en exergue cette thématique de la brousse fort présente dans les distinctes aires culturelles africaines, dans la mesure où immigré peut se traduire littéralement par entrer en brousse. Comme en témoignent Liliane Kezoyansky ou Mathieu Louis
qui, en prenant le cas des Moussi au Burkina Faso, affirme que pour ces derniers, celui qui est en aventure se traduit littéralement par celui qui est en brousse. Et qu'on peut le remarquer, la brousse comme étant un espace aussi physique que symbolique s'oppose au chez-soi, au foyer, à la civilisation. Ainsi, il symbolise un espace non maîtrisé, peuplé d'entités menaçantes qui inspirent que la méfiance et la retraite. Et Philippe Douskola, dans Par-au-delà de la nature et la culture, revient sur cette distinction en affirmant que l'opposition tranchée entre le village et la brousse revient telle comme un leitmotiv dans toutes les monographies africanistes. Le premier est le lieu de l'ordre social, construit par le labeur, entretenu par le rituel, garanti dans sa pérennité par la hiérarchie segmentaire et par la présence des ancêtres. Tandis que le second, c'est-à-dire la brousse, est une périphérie dangereuse, peuplée d'espèces prédatrices et de génies malfaisants, espace anomique associé à la mort. Et d'ailleurs, pour l'information, cette distinction s'est exportée même en Amérique, dans le siège des déportations esclavagistes, et on trouve par exemple des populations noires originaires d'Afrique pour qui il y a toujours cette idée que la forêt, je cite toujours l'auteur, est un lieu sauvage, obscur, dangereux, dont on évite autant que possible la fréquentation. C'est bien que ces groupes amérindiens en verront une conception opposée, c'est-à-dire une conception basée sur une continuité entre la maison et la forêt. Je ferme justement cette parenthèse. Et pour résumer, dès que l'aventurier franchit le seuil de chez soi, qu'il s'agisse du quartier, du village, de la ville ou du pays, parce que le chez soi, c'est pas un lieu, c'est plutôt un sentiment par rapport à un lieu, il se trouve en brousse, c'est-à-dire dans un milieu hostile. Et si l'on veut utiliser une métaphore, on peut dire que l'aventurier, avant de quitter chez soi, avant d'être même aventurier, navigue à l'estime dans son groupe d'origine. Il s'est bien épuisé dans un gisement de sens social, il anticipe les choses. Or, dans la brousse, dans les villes ou des pays qui lui sont étrangers, il navigue désormais à vue, sans repère, du moins pour un temps. Ainsi, le questionnement l'emporte sur l'anticipation. Son expédition est moins sûre, l'étranger, il est vulnérable. Et c'est pour cette raison qu'il adopte, sinon renforce certains rapports particuliers avec des non-humains, mais aussi avec des intermédiaires qui le mettent en contact avec des non-humains. C'est ce que nous allons voir ensemble. Je commence avec ce que j'appelle ici l'aventure ordalique. Pour les aventuriers, il n'est rien de plus sûr dans un lieu hostile, tel la brousse, que de se mettre entre les mains du Dieu. Dieu, du moins celui des aventuriers Wolof et Peul de confession musulmane, est un être d'exception, car justement il se situe aux antipodes de l'humain. Si l'homme est mortel, Dieu ne l'est pas. Si l'homme est contraint par l'espace et le temps, par les limites de ses capacités physiques et mentales, Dieu, quant à lui, il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Il est un être non humain exceptionnel, car non seulement il est doté d'une intentionnalité, mais son intentionnalité conditionnerait largement celle des croyants. C'est ce que les aventuriers désignent généralement par destin ou chance. Et voici un exemple d'un aventurier qui s'appelle Suleiman, qui est originaire de la Guinée. Dieu, c'est lui qui décide de notre destin. C'est lui qui nous a créés. Lui, il connaît tout déjà. Dieu sait où on va mourir dans la mer, si on va mourir dans la mer ou mourir en dormant dans le lit de la maison. Donc, il faut tenter la chance. Lui, il sait. Nous, on ne sait pas. Donc, il faut aller. Il faut tenter de savoir ce que nous attend. Si c'est la mort que Dieu a réservée pour nous, on peut faire tout, mais pas échapper à ça. Il n'y a pas un risque. Il y a ce que Dieu nous a gardé pour nous. En fait, il est difficile de ne pas remarquer ce goût ordalique dans ces propos qui sont largement partagés parmi les aventuriers. Juste pour rappel, l'ordalie a un rite aussi connu que commenté qui remonte à l'Antiquité. Il consiste à engager l'intervention de la divinité ou des divinités. Ces dernières sont sollicitées pour se manifester clairement en tranchant les affaires des humains. Enfin, l'exemple le plus célèbre, c'est quand la communauté mettait la main d'un soupçonné pour décider de son innocence, de l'expression, justement, mettre sa main au feu. En ce qui concerne les aventuriers, tout est affaire de Dieu. Le destin est quelque chose qui s'écrit, et c'est Dieu qui en détient la plume, car le sort d'un individu est quelque chose qui dépasse ce dernier.
Par exemple, quand quelqu'un n'arrive pas à franchir les murs cernant les enclaves de Ceuta ou de Melilla, les deux enclaves, c'est Dieu qui a décidé ainsi, c'est une preuve. Par contre, quand quelqu'un arrive à mettre le pied sur le sol européen, c'est Dieu qui a décidé de la sorte aussi, c'est une récompense. Bref, Dieu ne peut pas être absent dans cette horde d'aller aventurière, et cela conduit certains aventuriers à refuser toutes les demi-mesures, dans le sens où la vie ou la mort deviennent les deux termes de l'alternative, pour paraphraser ainsi David Le Breton, qui a écrit sur le sujet. En fait, cela semblerait excessif, je suis totalement d'accord, mais si on se rend compte des propos, voire des actes des aventuriers, tout fait sens. Par exemple, en ce qui concerne les propos, certains chercheurs qui ont travaillé sur le sujet parlent d'une devise très répandue parmi les aventuriers. La devise est Barça ou Barzac. Barça renvoie à Barcelone et plus généralement à l'Europe, alors que Barzac c'est un mot arabe classique, enfin un mot de l'arabe classique adopté en Wolof qui renvoie à la mort. Donc l'Europe ou la mort. Nous voyons ici une manifestation de cette ordalie qui ne manque pas de fatalité. Une deuxième se voit par exemple dans un dicton Wolof qui nous dit tout simplement la réussite ou une sépulture dans les lieux lointains. Au niveau des actes, cette même ordalie se manifeste dans la négation, sinon au moins la relativisation des risques. Il est vrai que les aventuriers sont les plus conscients des périls de leur entreprise. Ils ont entendu parler, sinon ils ont déjà vu des aventuriers qui ont retrouvé la mort avant la réussite. Et pourtant, ils refusent souvent de reculer, enfin une majorité. Car à leurs yeux, le destin est un verbe divin qui se conjugue coup singulier. Et chacun a son propre sort que Dieu lui a réservé. Après, bien sûr, ce déterminisme divin n'exclut pas l'action de l'individu, parce que si son destin est conçu par Dieu, l'aventurier doit tout de même le mériter, que ce destin lui soit favorable ou défavorable. Dans certaines mesures, l'aventurier doit aider Dieu à l'aider. Outre le fait que l'aventurier doit lui-même tenter sa chance, voyager, etc., il doit aussi procéder à une sorte d'adorcisme. Il doit s'approcher de Dieu en lui offrant des sacrifices, en lui adressant des prières de demande en permanence et en lui plaisant par ses actes. C'est ainsi qu'on arrive à son objectif, c'est-à-dire sa destination. Issa, un de mes informateurs privilégiés, affirme souvent que si quelqu'un veut réussir et aller en Europe, il doit se comporter bien. Il ne doit pas voler, il doit respecter les gens et il doit faire une aventure propre. Sinon, Dieu va lui refuser l'aventure et se vengera. Et d'ailleurs, le vengeur, c'est parmi les noms de Dieu, et parmi les noms redoutables du Dieu. Mais tout cela ne veut pas dire que les aventuriers s'aventurent toujours. Il y a bien entendu certains qui abandonnent, ou comme on dit dans le jargon des aventuriers, démissionnent. Là encore, Dieu est présent. Certains parmi ceux qui renoncent affirment que Dieu les a empêchés de réaliser leur quête, mais tout de même, il les a préservés de la mort, ce qui serait pour une bonne cause, bien que cette cause demeure inconnue pour un temps, voire une éternité. Et, donc ici, l'échec n'en est pas un, il n'est pas appréhendé comme une épreuve ou comme une défaite, mais comme une révélation, c'est-à-dire un signe divin qui devrait orienter la vie de l'aventurier, parfois en le faisant sortir de l'aventure. On le voit lors d'aller partout parce que justement Dieu est partout, il est omniprésent. De ce qui précède nous montre le poids de la religion, en l'occurrence musulmane, dans l'exercice de l'aventure, nous montre l'influence de cette énergie spirituelle qui renconforte la volonté de l'aventurier et ravitaille son espoir. Parfois ses risques et périls. Mais cette énergie spirituelle de nature intime se conjugue aussi dans le social, dans le collectif, car quand on parle de la religion, on pense aussi aux co-religionnaires. On témoigne par exemple la fondation des églises maisons par les aventuriers subsahariens à Rabat. Ce qui est intéressant dans ce sillage est le fait que ces individus d'origine, de confession chrétienne, généralement d'origine congolaise, boudent en quelque sorte les lieux de culte officiels dans la ville afin de créer leur propre église en réaménageant des locaux dont ils disposent. Dans ces églises privées, les aventuriers prennent goût d'un discours adapté à leur cause
tout en la justifiant. Déjà, le prêcheur ou le pasteur fait partie des aventuriers, ce qui lui rend plus sensible aux besoins de la communauté des fidèles. Et voici un discours d'un pasteur aventurier cité par Bernard Coyou. Un vainqueur ne s'arrête pas. Alléluia. À l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le vainqueur par excellence, même devant la mort. Mais toi, devant les obstacles, tu recules. Moi, je sais qu'un jour, je vais quitter le Maroc. One day, le Seigneur me visitera. Je m'accroche à mon Dieu. Malgré ceux qui me rejettent, j'ai quelqu'un qui ne peut pas me rejeter. Son nom est Jésus-Christ. Il va m'amener même au Canada. Enfin, je pense ici qu'il n'y a plus de doute que la religion, que ce soit l'islam ou le christianisme, a une place assez large dans l'esprit des aventuriers. Le rapport aux dieux et aux co-religionnaires a un poussoir qui rend les aventuriers enthousiastes au sens étymologique du terme, c'est-à-dire possédés par le dieu, à réussir leur quête. Après, on peut mener toute une discussion sur l'efficacité, mais ce qui est sûr que l'effet de ces croyances et ces pratiques n'est pas le moindre. En fait, tout comme un rituel de pluie qui pratiqué par une communauté qui ne fait pas nécessairement tomber la pluie, mais au demeurant participe à consolider la cohésion du groupe et préparer le même groupe à mieux affronter la sécheresse. Du même, les prières, les discussions et les prédictions dans les églises maisons ne font pas franchir la frontière, mais tout de même, elles aident les aventuriers à mieux affronter sa fermeture. Et comme nous l'avons vu, les aventuriers s'adressent à Dieu en leur confiant directement leur sort. Mais cela n'empêche pas certains d'entre eux à procurer encore d'assurance. Ainsi, les aventuriers font appel aux marabouts, des intermédiaires spirituels qui les mettent en bon terme avec des êtres non humains, y compris Dieu, mais pas que lui. Les marabouts, juste pour l'histoire, tiers-non poulard, comme on dit, sont des chefs des confréries, des descendants historiques, réels ou fictifs du prophète, ou des simples hommes ayant accumulé un savoir et une sagesse dans la lecture et l'interprétation des livres, en l'occurrence le Coran, mais qui excellent aussi dans les études des œuvres théologiques. Les marabouts se distinguent par leur sensibilité au sophisme et leur penchant pour l'expérience du cœur. Cela se voit d'ailleurs dans certains de leurs expériences, comme le jeûne, les songes, les ascèses, etc. Ayant la capacité de lire, d'écrire, d'instruire et sont qualifiés d'enseignants et de maîtres, ce qui en résulte à une reconnaissance sociale qui dit bien son nom. Ces mérites valent aux marabouts des capacités exceptionnelles, telles la connaissance des dieux occultes, des noms forts et occultes de Dieu et des anges, tels leur savoir préventif en ce qui concerne les divinations, mais aussi curatif en ce qui concerne la guérison, en faisant appel particulièrement à la phytothérapie, c'est-à-dire l'usage des plantes pour des fins thérapeutiques. Pour résumer, les marabouts disposent d'un savoir ésotérique fondé sur des secrets, expliquent et justifient leur statut. Et d'ailleurs, ils n'hésitent pas à en révéler les manifestations lors des consultations qui en résultent des produits, des objets. Les aventuriers disent parfois des médicaments qui ont un pouvoir exceptionnel. Et c'est pour ces raisons justement que certains aventuriers demandent l'aide des marabouts avant d'entamer leur entreprise. En fait, lors de consultations, je n'ai pas assisté aux consultations, mais d'après les aventuriers avec qui j'ai travaillé, les marabouts interprètent ou prédisent les problèmes et y remèdent. Il se peut qu'il exige un sacrifice, un ajournement des dates fixées par l'aventurier concernant son voyage. Sinon, il lui procure des textes écrits en arabe à utiliser sous forme de lotion ou potion. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi les fameux talismans ou amulettes. C'est ce que j'ai pu remarquer le plus sur mon terrain. C'est le sujet dont je vais vous parler dans cette partie. En fait, il y a plusieurs mots pour désigner ces objets à vertu exceptionnelle. Ça dépend des religions. Par exemple, au Mali, mais aussi au Maghreb, on utilise le terme hijab, ou en arabe classique hijab, terme emprunté de l'arabe qui veut dire voile. En Guinée, par exemple, on utilise telkiro. Enfin, l'utilisation des amulettes ou talismans ne date pas d'hier, puisqu'elle était historiquement mentionnée par exemple par le célèbre découvreur écossais, Mungo Park, auteur de la fin du XVIIIe siècle d'un ouvrage intitulé Voyage dans l'intérieur de l'Afrique. Il affirme que ces amulettes, lui il parle plutôt des safis, sont
sont des versets du Coran que les prêtres mahométains, c'est-à-dire musulmans, écrivent sur des petits morceaux de papier et vendent aux nègres. Et ceux-ci ont la stupidité de croire que ces morceaux de papier possèdent une vertu extraordinaire. Il y a des nègres qui les portent pour se préserver de la morsure des serpents ou des crocodiles. Et alors, le safi est ordinairement enveloppé dans un morceau de peau de serpent ou de crocodile et attaché au bas de la jambe. D'autres s'en servent en temps de la guerre dans l'idée que c'est là pour les mettre à l'abri de l'atteinte des armes de leurs ennemis. Enfin, il ne vous a pas échappé que le style et le choix des mots reflètent parfaitement l'orientation historique de ces propos. Et pourtant, ces derniers demeurent d'une actualité frappante. Enfin, je parle bien entendu de la pratique, pas du jugement porté sur elle. Les amulettes actuelles, fidèles à la description du parc, y compris celles portées par les aventuriers, sont des morceaux de papier sur lesquels les marabouts rédigent des versets coraniques. Il y ajoute des noms des dieux par rapport à la situation du consultant. Il y inclut aussi des noms des anges, des pentacles, etc. L'ensemble est inséré dans des étuis, ceintures et bracelets de cuir et confié au consultant avec certaines prescriptions, par exemple ne pas l'enlever, ne pas le souiller parce qu'il contient le nom du dieu, etc. Et par exemple, ce sont des exemples tirés de l'ouvrage de Lilian Kuzainski parce que c'est difficile sur le terrain d'ouvrir ces amulettes parce que les aventuriers refusent déjà ouvrir et déplier, ça signifie affaiblir la force de ces amulettes, donc c'est un peu difficile. Mais par exemple, il y a ici, c'est le nom d'un ange, Michael. Il y a bien entendu le nom du dieu. Ici par exemple, il y a bien entendu des chiffres, c'est du savoir ésotérique. Pour les aventuriers, ces talismans les protègent durant leur périple difficile. Il affirme que les ceintures et les bracelets, par exemple, se sentent contre le bras de l'aventurier pour lui prédire qu'un danger ne tardera pas à surgir. D'autres amulettes sont censés rendre l'aventurier impénétrable par rapport aux lames et aux balles, en général aux armes, comme le décrit parfaitement Park. Et certains amulettes encore sont censés protéger la personne qui entame son voyage du regard des autres personnes qui, pour une raison ou pour une autre, l'envient. Enfin, car si les enseignements socratiques nous apprennent que le langage est un acte en Afrique, mais pas qu'en Afrique, le regard est aussi un acte. Être trop regardé constitue un danger pour la personne qui fait l'objet d'une jalousie, car les envieux peuvent coopérer avec des sorciers pour nuire à ses entreprises. Pourquoi je vous raconte tout ça et quel est le rapport des amulettes avec le sujet du séminaire être non humain d'exception? En fait, ces objets ne sont pas en soi des êtres non humains d'exception, ils ne sont pas dotés d'une subjectivité ou d'une intentionnalité quiconque. Or, ils restent tout de même l'occasion à travers laquelle se manifeste, pour nous ethnologues, une multitude d'êtres d'exception non humains. Grâce à ces amulettes, se manifestent Dieu et des anges bénéfiques protecteurs. Grâce à ces amulettes, les aventuriers adoptent des relations étroites avec des êtres non humains qui leur procurent des capacités surhumaines, telle la résistance aux armes. D'ailleurs, les amulettes qui donnent ce pouvoir, on les appelle curieusement des anti-morts. Mais à travers ces amulettes aussi, on aperçoit la présence des esprits redoutables, tels les démons, les djinns maléfiques et d'autres êtres invoqués par des sorciers ennemis qu'il faut justement exorciser. Et d'ailleurs, on aura la chance d'accueillir le 23 novembre Isabelle Jabiou qui va nous parler davantage des djinns. Enfin, vous voyez, il y a des continuités même entre les membres, les intervenants dans les séminaires. Et il faut noter, je termine là-dessus, que le rapport ordalique aux dieux ainsi que l'usage des amulettes n'est pas l'affaire exclusive des aventuriers. Ces deux faits que j'essaie d'expliquer sont présents là où le croyant ou le consultant des marabouts pense qu'il y a des forces qui peuvent modifier à sa faveur le déroulement normal des choses.
Or, dans l'aventure, dans la brousse qui symbolise la mort et les autres disgrâces, ces forces constituent un appui incontournable, un appui ontologique, social, subjectif. C'est ainsi que l'aventure prend une ampleur encore plus grande. C'est ainsi qu'un projet migratoire devient un projet de vie. Et c'est ainsi que la destination des aventuriers se confond généralement avec leur destin. Je vous remercie. Merci. Un grand merci, Monsieur El Araf. C'était très intéressant et très original aussi comment d'attaque. J'ai trouvé. Bon, on en reparlera, mais c'est très. Merci. Y a-t-il des questions? On a trois intervenants aujourd'hui. Y a-t-il des questions sur cette intervention? On n'en prend pas beaucoup, donc limitez. Monsieur, présentez-vous. Bonjour, Étienne Pic, je suis étudiant en deuxième année de master en économie. Merci Alioub pour ta conférence. En fait, moi j'aimerais savoir si tu es renseigné sur la raison pour laquelle les aventuriers du coup, que tu as rencontrés sont partis de leur communauté d'accueil. Parce que je sais que Mathieu Louis nous parlait souvent d'un rejet en fait, qui était à l'origine de leur départ. Et dans ce cas-là, peut-être que le rejet peut expliquer le fait que justement ils font appel au destin pour compenser cette première épreuve en fait, et pour ne pas être défaitiste face à un rejet de départ. Voilà. Merci. Merci pour ta question, Étienne. En fait, c'est difficile d'inventarier toutes les raisons qui poussent les aventuriers à sortir de chez eux. Enfin, il y a plusieurs analyses. Il y a une analyse de push and pull qui dit que c'est la pauvreté qui empêche les aventuriers à rester chez eux. Et c'est le développement des autres pays qui les attire chez eux. Mais pour moi et pour les aventuriers que j'ai rencontrés, il y a une quête, bien entendu, de richesse. Ils veulent sortir de chez eux et avoir travaillé et découvrir d'autres horizons pour gagner plus d'argent. Ce qui ne signifie pas nécessairement qu'ils vont aller en Europe. Il y a de l'aventure intra-africaine. Il y a des gens qui quittent le Burkina Faso pour aller au Côte d'Ivoire, etc., etc. Et il y a d'autres qui affirment que ce n'est pas vraiment cette quête de richesse qui les encourage à quitter chez eux. C'est justement une quête de savoir, d'expérience, et ils veulent découvrir le monde autre que chez eux. Merci, monsieur. Bonjour, moi je m'appelle Brian Nemec, je suis étudiant en première année de master en écologie. Et après une question sur le départ, je voulais savoir si vous auriez des informations sur le retour. Parce que je sais que dans l'aventure, il y a toujours l'idée de retourner dans son village avec le savoir acquis. Alors, si vous pouvez nous donner des précisions. Très bonne question. En fait, moi je travaille au Maroc, donc c'est un pays de transit plutôt que de retour. Mais bien sûr, je parle avec des aventuriers qui ont déjà connu d'autres aventuriers qui sont rentrés chez eux. Généralement, c'est le retour, c'est un peu difficile, c'est une épreuve. Surtout quand l'aventurier a quitté chez lui pendant des années et revient sans réussir, sans pouvoir aller là où il a voulu être. Donc, oui, je pense que généralement c'est une épreuve et c'est pour cela une grande partie des aventuriers ne cèdent pas facilement. Et par exemple, moi j'ai rencontré des aventuriers qui ont vécu au Maroc pendant 3 ans, 4 ans, alors que c'était pas déjà dans leur projet parce qu'ils disent on va aller en Europe, ça va pas durer autant que ça. Et il y a d'autres qui disent qu'il ne leur revient pas parce que c'est de la honte. J'espère que j'ai répondu à ta question. Bien. Oui, monsieur, mon collègue. Juste une petite question. Ce comité, donc. Monsieur Comte, c'est moi. C'est vous. Merci pour votre présentation, Youb. J'avais juste une question. Vous avez insisté beaucoup sur le terme aventure. Je sais que aussi Mathieu utilise ces termes. Et vous avez dit que c'est eux-mêmes qui vous disent qu'ils sont plutôt des aventuriers. Peut-être, je suppose aussi pour récuser ces termes génériques de migrants dans lesquels on classe différentes formes de mobilité, qui posent aussi problème au niveau analytique aussi pour les ethnologues, bien entendu. Mais après, vous avez dit, si je vous ai bien suivi, que chez les Peuls, en fait, en langue Peul, n'existe pas le mot aventurier. Donc je me demande comment, en fait, vous, au niveau ethnographique, vous justifiez le fait d'utiliser ces mots aventuriers en tant que Très bonne question.
Je suis totalement d'accord. En fait, si l'aventure n'existe pas comme terme, la migration non plus. Enfin, pour eux, ils disent que sortir en aventure, c'est sortir chercher quelque chose. C'est ça l'aventure pour eux. Après, en français, ils disent que c'est de l'aventure. Après, il y a question de langue. Est-ce que c'est en poulard ou en français? Parce qu'en français, ils disent que ce sont des aventuriers. Après, je suis totalement d'accord parce que tout aventurier est migrant, mais pas tout migrant, mais tout migrant n'est pas un aventurier. Bon, Pas. ceci dit, Monsieur Louis, Mathieu Louis, dans sa thèse sur les Mossis du Burkina, a démontré que la traduction, enfin le terme aventurier qu'il utilise, lui, traduit exactement ce que signifie aller en brousse pour ces gens-là dans ce contexte-là, exactement comme dans le cas que vous avez expliqué. Donc en fait, c'est une traduction en un terme français d'un contexte tout à fait existant et du point de vue ethnographique. Donc, je crois. Oui, c'est pas que chez les Mossi. Oui, c'est un exemple. Oui, c'est un peu en Afrique de l'Ouest. Justement, on peut dire que migration se traduit par aventure un peu. Alors, je vais prendre la dernière question, enfin la dernière remarque, parce qu'après on va continuer. Parce que vous avez. Donc, je redis que tout l'intérêt que j'ai eu à vous entendre, c'est pas par politesse, car vous avez une approche originale. Alors, les non-humains minuscules que sont les talismans, les fétiches, vous avez tout à fait raison, c'est très intéressant. C'est de l'icône, mais c'est presque plus que ça fait penser à la lampe du génie, la lampe qu'on frotte là. Et il en sort un génie, et en fait, ce sont des talismans, des fétiches qui sont eux-mêmes des divinités, qui sont la divinité. Donc, ce sont des entités humaines, non humaines, mais Sont plutôt la manifestation à travers laquelle. c'est ça, elles sont à la fois un objet ou une aide de la divinité, et en même temps elles sont ambassadeurs de cette divinité. Oui, c'est vraiment ambassadeur. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très actif, en principe. D'ailleurs, il y en a. Je démontrerai ça. Voilà. Et alors, j'ai pas fait exprès en même temps. Et mes remarques concernent 3 points. Je vais essayer de faire. La première, c'est, vous avez parlé de ça c'est très important, je crois, la dichotomie mise en avant par Philippe Descola dans Par-delà nature et culture en 2005 dans son ouvrage page 50. Donc vous avez cité à propos de la distinction, de la dichotomie village-brousse à propos de l'Afrique. Et il associe ça dans votre citation. Je dis, il relativise dans le livre, il relativise un peu plus, mais sur cet extrait-là, il associe la brousse à l'espace maléfique, les génies malfaisants et la mort, plus particulièrement. Certes, mais voyez-vous, cette dichotomie existe dans toute l'Asie du Sud-Est et l'Extrême-Orient, dans toute l'Afrique aussi pratiquement, surtout forestière. Et l'Asie du Sud-Est tropicale, équatoriale, elle est plutôt de type forestier. Alors évidemment, dans les sociétés traditionnelles de forêt, etc., des espaces sociaux restreints plus particulièrement, et y compris en Océanie, on distingue le village de la forêt. Un animal village est un animal domestique, un animal forêt est un animal sauvage. En fait, la distinction nature domestique, sauvage n'existe pas, nature et culture n'existent pas dans leur langue, dans toutes les langues, mais elle existe sous cette forme. C'est-à-dire que l'espace de la forêt, l'espace de la brousse, c'est l'équivalent, n'est pas forcément associé à la mort. Au danger, si, parce que c'est un espace non maîtrisé par l'homme. C'est un espace sylva opposé à un espace aguerre domestiqué, vous voyez. Mais en même temps, c'est un espace où tout est possible. C'est le lieu de l'inversion possible, où les tabous n'opèrent pas. En tout cas, on peut les transgresser sans risquer. C'est là où on fait les rites d'initiation. Voilà, pour ça. Et c'est un espace d'exploration, d'aventure, d'incertitude, mais aussi de bonheur, de possible bonheur, vous voyez. Et ce n'est pas un espace qui fait peur à ces gens-là. Il y a un rapport de ces sociétés à la forêt, à l'espace sauvage, c'est un rapport les Européens ont peur de l'enfer vert, pas ces sociétés-là. Ces sociétés-là sont à l'aise dans une espèce de paradis vert, vous voyez, vous comprenez. Donc tout ça, il faut relativiser. La deuxième chose, c'est que, alors, Lucien Bernot, professeur au Collège de France, on a parlé bien avant Philippe Descola, et notamment, alors pas que, mais notamment dans un article
paru en 1974 dans Études rurales sur la riziculture chez les Birmans, dans Études rurales numéro 53, 54, 55, 56 de 1974, consacré à l'agriculture et société en Asie du Sud-Est, où il explique que l'espace du village est l'espace maîtrisé, où on doit, par exemple, on n'a pas besoin de rendre exactement la mesure qu'on emprunte. On rend à peu près, parce que c'est pas grave, on est dans le connu, on est dans le rapport harmonieux, si vous voulez, avec les autres. Lorsqu'on sort du village, c'est la forêt, c'est aussi la ville. L'inconnu, c'est l'inconnu en réalité, c'est ça. Là, il faut être extrêmement précis dans les transactions, y compris avec la surnature, mais y compris avec la nature. C'est-à-dire, si on achète, si on vend, si on emprunte du riz, il faut rendre exactement. Et là, on a besoin, on rentre dans un autre espace social. Là, c'est une distinction qui est plus subtile en fait que. Bon, au-delà de ça. La deuxième chose à propos de Mungo Park, alors, les protections mantra, les tissus ou papier calligraphiés avec des formules incantatoires, magiques, propitiatoires, on les retrouve en Asie du Sud-Est, au Cambodge notamment, mon collègue le sait bien, sous la forme de tuniques d'invulnérabilité qui sont en fait la base, les prémices du tatouage rituel. Le tatouage n'est qu'une extension de la tunique d'invulnérabilité qui existe en Cambodge, Thaïlande, Laos, Malaisie, etc., de manière très ancienne. Et ce sont des protections magiques qui empêchent de mourir, de recevoir des balles. Encore aujourd'hui, tous les soldats qui se battent en 2018 dans ces sociétés portent ça sur eux. J'en ai moi-même. J'ai lu en Afrique, c'est la même chose qu'entre les guerres civiles. Voilà, il faudrait travailler ça peut-être en comparaison. Troisième point, parce que vous avez cité Mungo Park, alors dans la traduction française qu'il a de 1800, effectivement, alors elle a été... il faut dire que c'est un explorateur écossais qui n'est pas raciste. Alors, il utilise le mot nègre dans le sens de l'époque non péjoratif. Et il dit dans ce livre de mémoire, la citation la plus importante du livre, quelle que soit la différence qui existe entre le nègre et l'européen dans la conformation de leurs traits, la couleur de leur peau, il n'y en a aucune dans les 12 affections et les sentiments que la nature leur inspire à l'un et à l'autre. Alors, c'est très important de le rappeler, car cet homme est un homme qui a passé 1 an et demi, 2 ans dans l'Afrique de l'Ouest. Il a remonté les sources du Niger. Il était mort. Non, le deuxième voyage en 1806, pas en 1795-97, ça c'est le premier voyage. Je sais parce que j'ai remonté sur ses traces quand j'étais jeune. Et il se trouve que c'est un non-raciste, c'est un ethnographe, c'est un de nos pionniers, c'est un de nos grands anciens, celui-là. Justement, pas du tout. Alors là, il parle de la même chose chez les Écossais pauvres et superstitieux, vous voyez ? C'est pas du tout parce qu'on est en Afrique où il n'est pas condescendant. Vous avez lu, il faut lire l'intégralité du journal, c'est quelqu'un d'extrêmement humaniste. Il faut le souligner. La condescendance vient après avec la colonisation formelle de la Troisième République et de l'Empire britannique, donc bien après, quoi. Voilà c'est tout. Et c'est toujours éviter les chronocentrismes. De toute façon, à l'époque, si on lit les médecins qui soignaient les fous en Europe, on lit un seul de ces documents où ils font des rapports, le mot imbécile, c'est même gentil en fait. Oui, il n'est pas péjoratif non plus, il faut relativiser le mot. Le mot nègre est à prendre ici dans le sens de la négritude avant la lettre, c'est le terme neutre qu'on utilise, ce qui vaut noir, mais c'est pas péjoratif ou humiliant, pas du tout, pas encore, ça dépend. Bon, on passe à la deuxième. Merci monsieur Alara, c'est très bien. Alors, en deuxième, c'est à vous, cher collègue. Si, c'est bon.